Sarah. C'est drôle, tu sais. J'ai jamais été du genre à parler beaucoup. Dans ce monde où les mots ne valent pas grand-chose, ce qui compte, c'est ce que tu fais. Comment tu te tiens debout. Comment tu protèges ce qui est à toi. Mais ce soir, j'aimerais bien savoir parler. Trouver les bons mots. Les bons putains de mots. Parce que j'ai jamais su te dire à quel point j'étais fier de toi. À quel point t'étais mon monde. Je t'ai jamais dit que j'aimais t'entendre rire. Que j'aimais quand tu me faisais tourner en bourrique avec tes blagues pourries. Que j'adorais la façon dont tu roulais des yeux quand je te disais d'éteindre la télé. Comme si j'étais le pire des vieux cons. Tu me faisais pas peur, Sarah. Tu me faisais pas peur du tout. Avec toi, l'avenir avait l'air d'avoir un sens. J'aurais dû te le dire ce soir-là, avant que tout parte en vrille, avant que l'armée nous barre la route, avant que je sente ton corps s'alourdir dans mes bras, avant que je hurle ton nom en espérant une réponse. Mais j'ai rien dit. J'ai juste couru. Comme un idiot. Et quand t'es parti, c'est comme si moi aussi je m'étais éteint. Après ça, les mots sont devenus inutiles. À quoi bon parler quand il n'y a plus rien à dire? J'ai avancé encore et encore, sans penser. Parce que penser, c'était souffrir. Parce que parler de toi, c'était te faire exister. Et j'avais pas le droit. Pas le droit de te garder en moi alors que toi, t'avais plus rien. Puis elle est arrivée. Il n'y a pas eu de détonation nucléaire. Pas d'extinction rapide, spectaculaire. Pas d'apocalypse hollywoodienne. Non. La fin du monde est arrivée doucement, comme une gangrène. Comme une démangeaison qu'on ignore trop longtemps, comme une rumeur. Dans Last of Us, le monde n'a pas explosé. Il s'est éteint. Un parasite a pris racine dans le cerveau des hommes et tout s'est effondré. Les banques, les gouvernements, les calendriers. Même l'idée du futur. Mais l'effondrement, ce n'est pas une fiction. C'est une répétition. Un vieux refrain que l'histoire connaît par cœur. Joseph Tainter, historien, explique que toute civilisation complexe finit par chuter. Non pas à cause d'un ennemi extérieur, mais parce qu'elle devient incapable de gérer sa propre complexité. Comme un système qui s'emballe sous son propre poids. Les Romains ont chuté, les Mayas ont chuté, et nous, on pense qu'on est différent parce qu'on a Internet. Mais dans le jeu, les serveurs sont morts depuis longtemps. L'effondrement est total. Mais il n'y a rien d'original. C'est juste la fin des illusions. L'effondrement ne commence pas quand la société tombe. Il commence quand tu perds quelqu'un. Quand tu ne crois plus que demain vaut mieux qu'hier. Joël, elle s'est effondrée avant le monde. Le reste n'était qu'un décor qui suivait. Dans Last of Us, Part 1, 20 ans ont passé. Et pourtant, on parle encore des zones de quarantaine, de contaminés, de contrôle. Est-ce si différent de notre époque ? Ulrich Beck, sociologue allemand, parle de la société du risque. Une société obsédée par la gestion des catastrophes, qu'elle a elle-même créée. Le champignon cordyceps n'est pas un monstre sorti du néant. C'est une version mutée de quelque chose de naturel. Quelque chose qu'on connaissait. Quelque chose qu'on croyait contrôler. Mais la vérité, c'est qu'on ne contrôle rien. On croit être au sommet de la chaîne, on est juste en sursis. Donc le jeu prend un contre-pied fondamental. Ici, l'apocalypse n'est pas une transformation, c'est une révélation. Ce n'est pas un monde nouveau qui est né, c'est le vrai visage de l'ancien monde. On croyait que la société nous protégeait de la violence, mais comme disait Thomas Hobbes, la société est un barrage fragile contre la nature humaine. Et dans le monde de The Last of Us, ce barrage a cédé. La Fedra règne par la peur, les Lucioles se battent au nom de l'espoir, mais les deux tuent, les deux mentent. Les deux croient détenir la vérité. Il n'y a plus d'idéologie, plus de démocratie, juste des narratifs armés.
On en revient à la loi du plus fort, mais pas forcément le plus violent, le plus déterminé, le plus désespéré. The Last of Us ne commence pas dans la lumière, il commence dans le noir, et dans le noir, tout ce qu'on a, c'est nous, ou rien. On parle souvent de fin du monde, mais on oublie que pour certains, elle est déjà arrivée. Pas en 2013, pas quand le cordyceps s'est propagé. Pour Joël, la fin du monde, c'est un coup de feu. C'est le cri de Sarah, sa fille, puis plus rien. Ce n'est pas la société qui s'effondre, c'est un cœur, un seul. Et le reste du monde tombe avec. On ne parle pas ici de sauvetage. C'est l'histoire d'un homme qui refuse de faire son deuil. Freud, dans Deuil et mélancolie, explique qu'il y a 2 façons de vivre une perte. Faire le travail du deuil ou s'y noyer. Joël, lui, s'est noyé. Mais il respire encore. Par habitude, par instinct, mais pas par choix. Il survit, mais il n'est plus vivant. La résilience, ce mot qu'on glorifie, n'est pas toujours une victoire. Parfois, c'est juste une anesthésie. Joël s'est reconstruit comme on bâtit un bunker, épais, froid et sans fenêtre. Et dans son bunker intérieur, plus rien ne rentre. Mais l'amour s'infiltre, même dans les fissures. Ellie est une fracture dans l'armure, une faille dans le béton. Et Joël, malgré lui, commence à ressentir. C'est là que la comparaison avec la route devient essentielle. Dans la route, le père et le fils marchent à travers un monde mort. Le père vit pour protéger, il transmet la flamme, littéralement. Dans The Last of Us, c'est inversé. Joël ne transmet rien, il garde, il cache, il ment. Il ne prépare pas Ellie au monde, il tente de lui voler son rôle. Parce que Joël n'a pas besoin de sauver l'humanité, il a besoin de sauver quelqu'un, une seule personne, pour que sa propre douleur ait un sens. Joël incarne un archétype, une sorte de père de post-effondrement. Celui dont la masculinité est reconstruite non plus autour du travail ou du statut, mais de la protection violente. C'est l'ultime retranchement de l'identité. Je suis utile si je peux tuer pour toi. Et Ellie, petit à petit, devient l'objet de cette identité. Pas un individu, un symbole, une mission. Mais peut-on vraiment aimer, si on aime pour se réparer soi-même? Est-ce encore de l'amour, ou est-ce une dépendance? La philosophe Simone Weil disait « Le mal imaginaire est romantique, varié, le mal réel est morne, monotone, désertique. » Joël incarne ce mal désertique, pas spectaculaire, pas sadique, juste obstiné. Une machine de survie programmée par le chagrin. Et pourtant, on s'attache à lui, parce qu'il est humain, trop humain. Parce qu'on sait ce que c'est de perdre, et de vouloir garder quelque chose, n'importe quoi, même au prix de tout. The Last of Us pose cette question. Jusqu'où irait-on pour ne pas revivre la perte? Et Joël y répond, par le feu, par le sang, par le mensonge, mais on y reviendra. Dans un monde où tout est mort, naître encore c'est presque obscène. Ellie ne connaît pas le monde d'avant, les McDo, les écoles, les mercredis après-midi. Elle n'a connu que les murs, les tests sanguins, les contrôles, les fusils. Et pourtant, elle est différente. Mais sa différence ne vient pas de son immunité. The Last of Us ne présente pas Ellie comme une élue. Ce n'est pas Neo, ni Harry Potter. Elle n'a pas de prophétie. Ce qu'elle porte, ce n'est pas une solution, c'est une dette. Dans Le Fils de l'Homme, c'est qui? Une jeune migrante enceinte qui incarne la possibilité du futur. Un miracle biologique dans un monde stérile. Mais Ellie est stérile, elle aussi. Pas biologiquement, mais émotionnellement. Elle a 14 ans et elle a déjà vu plus de morts que la plupart des soldats. C'est un produit pur de l'effondrement. Pas une survivante, une née dans la fin du monde. Elle parle avec sarcasme, elle rit mal, elle connaît plus de blagues que de souvenirs. Et pourtant, c'est elle qu'on veut sacrifier pour guérir l'humanité. Comme si elle ne comptait pas, comme si son corps n'était qu'un outil. Michel Foucault aurait dit que le pouvoir se niche dans les corps. Et surtout, dans ceux qu'on peut contrôler sans qu'ils ne puissent répondre. Ellie est un enjeu politique, un espoir, un fantasme. Mais personne ne lui demande son avis. Et elle le sait.
Ce n'est pas l'immunité qui la rend unique, c'est sa solitude. Camus, dans L'homme révolté, écrit que le suicide est la seule vraie question philosophique. Mais Ellie ne se suicide pas. Elle se lève, elle avance, même quand tout dit d'abandonner. Parce que c'est ça, être humaine. Pas être immunisé, être brisé. Et marcher quand même. The Last of Us ne glorifie pas Ellie. Il l'observe. Avec tendresse, avec horreur. Comme un enfant qu'on veut protéger et qu'on laisse quand même saigner. Joël voit en elle une fille de substitution. Les Lucioles voient en elle un remède. Mais personne ne la voit pour ce qu'elle est. Une ado, une gamine, une âme en friche. Ellie, c'est l'enfance sacrifiée. La même qu'on voit dans La Route, avec l'enfant qui ne sait pas s'il doit porter le feu ou s'il doit simplement survivre assez longtemps pour mourir en paix. L'immunité, ici, c'est une malédiction. Un ticket pour devenir instrumentalisé, coupé de l'humain, dévoré par la symbolique. Et c'est ce que The Last of Us montre avec une froideur clinique. Le corps d'Ellie est une promesse, mais sa volonté, son consentement, on les écrase. Comme on écrase toujours les faibles quand l'espoir devient un projet militaire. Et pourtant, Ellie résiste. Pas en se battant, en vivant, en s'attachant, en faisant des blagues nulles dans des moments impossibles. Et c'est dans ces moments que l'humanité revient. Pas dans les labos, pas dans les vaccins, mais dans les vannes, dans le rire qui s'échappe, dans l'amour qui naît même au bord du gouffre. Ellie. Une foutue gamine, avec sa grande gueule, son sale caractère, ses questions à la con. J'ai voulu l'ignorer. Je me suis dit que c'était juste une mission. Une tâche comme une autre. Un boulot qui allait me rapporter quelques rations de plus, rien d'autre. Mais putain, elle a forcé son chemin. Avec ses conneries, avec sa manière de rire dans un monde qui n'a plus rien de drôle. Avec cette façon qu'elle a de me regarder comme si elle attendait quelque chose de moi. Comme si j'étais quelqu'un qui comptait. Et j'ai recommencé à écouter. À attendre qu'elle parle. À vouloir l'entendre raconter ses histoires. Me lancer ses blagues stupides sur les champignons. Et me surprendre à la regarder dormir. À me demander si elle rêve encore. Si elle a peur. Si elle sent ce putain de vide que j'ai au fond de moi. J'ai voulu la protéger au début parce que elle était importante. Mais après, c'est devenu autre chose. Je l'ai protégée parce que c'était tout ce qu'il me restait. Parce que si je la perdais, c'était toi que je perdais une deuxième fois. Alors j'ai fait ce qu'un père ne doit pas faire. J'ai menti. J'ai menti parce que la vérité, elle lui aurait tout pris. Je lui ai volé son choix. J'ai volé ce qu'elle aurait pu être. Et j'ai fait ça pour elle. Bah, j'ai fait ça pour moi. Et si c'était à refaire, je le referais. Encore, encore et encore. Parce qu'au fond, Sarah, c'est ce que j'ai jamais su te dire. C'est que je suis pas fort sans vous. Je suis rien. Ellie, elle finira par comprendre un jour, peut-être. Peut-être qu'elle me pardonnera, ou peut-être pas. Mais ça ne change rien. Parce qu'au moins, elle est en vie et c'est tout ce qui compte. Et moi, j'ai fait mon choix. Le feu finit toujours par s'éteindre. On les appelle les Lucioles. Ils parlent d'espoir, de liberté, de guérison, mais dans l'obscurité, même la lumière peut aveugler.
Les lucioles, c'est ce qu'il reste des idéalistes, des militants, des scientifiques, des anciens profs, des rebelles, des rêveurs, tous dévorés par la guerre. Et comme souvent dans l'histoire, les rêves deviennent dogmes, et les dogmes, des armes. Max Weber, sociologue, parlait de la violence légitime détenue par l'État. Mais dans The Last of Us, il n'y a plus d'État, seulement des fragments, des îlots de pouvoir qui s'arrogent le droit d'exister. La Fedra gouverne par la peur, les lucioles par la foi. Deux faces du même contrôle. Les lucioles disent vouloir sauver le monde, mais pour ça elles sont prêtes à tout, y compris à sacrifier une enfant, sans lui demander son avis. Hannah Arendt, dans Ekman à Jérusalem, écrivait sur la banalité du mal. Ce moment où les pires crimes se justifient par la procédure, par l'efficacité, par le bien commun. Les lucioles sont convaincus de faire ce qu'il faut. C'est ce qui les rend dangereux. Ils ne doutent pas. L'histoire de l'humanité est remplie de mouvements utopiques devenus autoritaires. Les révolutionnaires deviennent bourreaux, les résistants deviennent geôliers. Ceux qui veulent sauver finissent souvent par détruire au nom du salut. Et dans The Last of Us, ce glissement est total. Les lucioles veulent guérir l'humanité en retirant la seule personne encore vraiment vivante. Pas une cellule, pas un prélèvement, non, son cerveau entier. Ils ne demandent pas, ils décident. Parce qu'ils savent mieux, parce qu'ils croient que l'objectif justifie les moyens. Mais est-ce encore une révolution si elle se construit sur le meurtre d'une enfance sans défense ? Zygmunt Bauman, dans Modernité et Holocauste, rappelle une chose glaçante. Ce ne sont pas les monstres qui causent les tragédies, ce sont les systèmes, les logiques froides, les objectifs rationnels. Les lucioles sont tombés dans ce piège. Ce ne sont plus les porteurs de lumière. Ce sont des ingénieurs de la faim. Et dans ce monde, la lumière peut tuer autant que l'ombre. Alors Joël agit. Pas pour le monde, pour Ellie. Il traverse l'hôpital comme un démon, comme une tempête. Et à travers lui, c'est le jeu tout entier qui hurle cette vérité brutale. La lumière ne sauve pas toujours. Parfois, c'est elle qui brûle ce qu'il reste d'humain. The Last of Us brise le fantasme de la rédemption collective et s'enfonce dans une vérité beaucoup plus cruelle. Parfois, on choisit une personne au lieu de sauver tout le reste, ce qui peut amener à notre condamnation. Le monde est mort, mais lui, il a sauvé une vie. Pas toutes, une seule. Et dans sa tête, ça suffit. Dans les récits classiques, le héros fait un choix sacrificiel. Il donne tout pour les autres. Ici, c'est l'inverse. Joël sauve une vie en condamnant le monde entier. Le plus grave, c'est qu'il ment. Pourquoi il ment ? Parce que c'est plus facile. Plus facile que d'admettre qu'il a préféré son besoin à elle. Plus facile que de lui dire la vérité, qu'il a choisi à sa place, qu'il lui a volé sa mort. Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, parle de mauvaise foi. Ce moment où l'on ment aux autres, mais surtout à soi-même. Joël n'est pas seulement menteur, il est en dissociation morale. Il justifie l'injustifiable, il reconstruit son propre récit, parce que la vérité le tuerait. Mais cette vérité, Ellie la devine. Elle n'est pas stupide, elle est en deuil. Pas seulement de Riley, de Sam, de Tess, elle est en deuil de son sens, de la raison pour laquelle elle aurait pu mourir utile. Et Joël lui vole ça. Ok, 2 lettres, un gouffre entier. The Last of Us n'est pas un jeu sur les zombies. C'est un jeu sur la mémoire, sur le choix, sur ce qu'on garde et ce qu'on écrase. Joël n'est pas un monstre. C'est pire. C'est un père. Et les pères, parfois, ils aiment mal, ils aiment fort. Ils aiment jusqu'à tout abîmer. Et est-ce que c'est de l'amour ? Ou est-ce une prison dorée ? La philosophe Judith Butler parle de la griffe politique, de ce qui est pleurable et de ce qui ne l'est pas.
Ellie aurait été une martyre pleurée par l'humanité. Mais pour Joël, elle est trop aimée pour être perdue. Alors il la garde, contre tout, contre elle-même. Et on reste là, dans ce silence inconfortable. Pas de happy end, pas de rédemption, juste ce duo fracturé. Une promesse creuse et une complicité hantée. Ce que le jeu ose dire, c'est que très peu de récits post-apo ont courage d'avouer. L'amour peut être égoïste. Il peut tuer autant que les bombes. Il peut sauver en détruisant tout le reste. Dans un monde où tout est dévasté, la dernière chose qu'on devrait faire, c'est se haïr. Mais la dernière chose qu'on apprend à faire, c'est survivre. Le monde, une fois de plus, se réduit à une question simple. Qui est mon ennemi ? Au début, on pense que c'est le virus, les infectés, les monstres, mais au fond, l'homme reste l'ennemi. Dans The Last of Us Part 2, la vengeance prend le rôle central. Comme une mécanique, elle se déclenche et rien ne peut l'arrêter. On entre dans un cycle, une boucle qui ne finit jamais. La violence ne résout rien, mais elle s'invite toujours. Elle nous résout. On suit Abby, on la déteste, on la comprend, on découvre que sa douleur est tout aussi profonde que celle d'Ellie. Et dans cette violence, il y a une vérité. Elle se nourrit de la perte. Elle est le carburant de l'humanité. La vengeance, ça commence toujours comme une mission justifiée, un acte de justice, un acte qui fait sens. Mais quand l'âme est brisée, la vengeance devient une réponse vide. Elle devient une spirale sans fin, un tourbillon. Et la question devient alors, qui a tort ? Qui a raison ? Machiavel disait que la fin justifie les moyens. Dans ce monde-là, les fins n'ont jamais de sens, les moyens non plus. Là où le jeu choque, c'est qu'il nous force à ressentir la souffrance de ceux qu'on a déjà condamnés. Il n'y a pas de héros, il n'y a que des gens brisés qui répètent des gestes qui se dévorent sans fin. Les deux côtés de la guerre sont humains, et dans leur humanité, ils s'entre-dévorent. Ce cycle de violence, cette roue qui tourne sans cesse, nous rappelle l'horreur de la guerre. Thomas Hobbes, dans le Léviathan, parlait de l'état de nature comme d'une guerre de tous contre tous. Il disait que l'homme est un loup pour l'homme. Mais dans The Last of Us, on comprend quelque chose de plus sinistre, que l'homme ne vit pas en guerre contre l'autre homme. Il vit dans une guerre contre lui-même. Il se détruit tout autant qu'il détruit les autres. Ellie, qui cherche la vengeance, se trouve dans la même position qu'Abby. Elle ne cherche plus à vivre, elle cherche à effacer. Ce que l'on voit dans ce jeu, ce n'est pas juste une guerre, c'est une réduction à l'humain, c'est une perte d'identité. C'est la déshumanisation de l'humain. Nietzsche disait que quiconque lutte contre des monstres doit veiller à ne pas devenir un monstre lui-même. Et c'est ce qui arrive ici. Les deux héroïnes deviennent des monstres, des brutes, des spectres de la vengeance, coupées du monde, coupées d'elles-mêmes. Mais le plus terrible, c'est que tout ça est évitable. La violence, la haine, le cycle. Mais il faut vouloir y mettre fin. Le message que le jeu nous envoie, c'est celui de la réconciliation. Pas comme une fin idéale, mais comme un paradoxe de l'humanité. Nous avons la capacité de détruire, mais aussi de reconstruire, de rompre le cycle ou de le perpétuer. Les fils de l'homme et la route l'ont compris aussi. Les héros sont brisés, les univers sont des ruines, mais parfois, il faut tout perdre pour voir l'espoir. Et c'est là que le véritable message de The Last of Us réside. L'amour n'est pas la solution. La réconciliation, la paix intérieure, c'est l'acceptation. Le monde est sombre, mais il y a toujours un éclair de lumière. Il suffit juste de savoir où regarder. Le deuil, c'est pas seulement la perte de l'autre, c'est la perte de soi, la perte de ce que l'autre faisait naître en nous. Joël n'est pas seulement mort,
Il a été arraché à Ellie, déchiqueté, défiguré. Et ce qu'il laissait derrière lui, c'était pas des souvenirs tendres, mais un vide béant, une absence qui pue la rage. Ellie ne fait pas son deuil, parce que son deuil c'est une dette qu'elle croit devoir honorer dans le sang. Et c'est là que tout bascule. Ellie ce n'est plus une survivante, c'est une spectre, une gamine à qui on a volé sa dernière figure d'attachement. Elle n'a pas le luxe de pleurer, elle a une machette dans le dos et une promesse à honorer. Dans une étude sur la psychologie du deuil traumatique, on lit que certaines pertes ne sont pas traitables, parce que la mort ne vient pas seule, elle vient avec la culpabilité. J'aurais dû, je n'ai pas pu, je n'étais pas là. Ellie n'était pas là. Elle s'est disputée avec lui, elle avait encore des choses à lui dire. Et maintenant, il n'y a plus rien à dire, alors elle parle avec ses poings. Son deuil devient une croisade. Mais la vengeance dans The Last of Us n'a rien de cathartique. Elle est froide, elle est longue et elle est sale. Ce que nous dit Ellie sans jamais le dire, c'est « Si je n'arrive pas à te pleurer, alors je vais pleurer tout le reste. » Et quand elle arrive enfin au bord de cette plage, face à Abby, c'est trop tard. Elle n'a plus rien à offrir, même pas sa haine. Parce que la haine, elle l'a déjà mangée, mâchée, digérée, recrachée. Elle ne ressent plus rien. Elle a gagné et elle a tout perdu. Abby non plus, elle n'a pas fait son deuil. Parce que le sien, il est plus ancien, plus silencieux. Son père, ce chirurgien que Joël a tué, c'était son monde à elle. Et ce monde a été anéanti, comme celui d'Ellie. Abby, c'est ce que serait devenue Ellie si elle avait tiré jusqu'au bout, si elle avait plongé sans jamais remonter. Elle a tué Joël. Elle l'a fait. Elle a atteint l'objectif, et tu sais quoi ? Elle n'en a rien retiré. Elle n'est pas soulagée. Elle n'est pas vengée, elle est creuse. Parce que le deuil, quand tu le confonds avec la vengeance, il t'emprisonne à jamais. Dans les travaux de Judith Butler sur le deuil, notamment Precarious Life, elle écrit que le deuil est aussi ce qui nous rend vulnérables, ce qui fait de nous des êtres humains, et qu'en refusant cette vulnérabilité, on devient autre chose, des machines, des armes. Et c'est exactement ce que deviennent Ellie et Abby, des armes à tête chercheuse. Mais Abby, elle tente un truc, elle essaye d'aimer à nouveau, elle s'attache à Lev, ce gamin en fuite, comme à une bouée dans une mer noire. Elle tente de réparer, de racheter. Elle veut prouver, peut-être à elle-même, qu'elle peut être encore plus qu'un instrument de mort. C'est pas une rédemption, c'est un instinct, un dernier souffle d'humanité. Et pourtant, le monde la punit encore. La torture, la brise, comme si le pardon n'avait jamais eu sa place dans ce monde. Abby n'est pas une méchante, elle est juste de l'autre côté du miroir. Ellie et Abby ne sont pas ennemis, ce sont des échos, des voix perdues dans un monde qui ne tolère pas la faiblesse, la tristesse, la lenteur de la reconstruction. Un monde post-apocalyptique donc profondément humain. Elles se battent parce qu'elles n'ont pas d'autre langage, parce qu'on leur a tout volé, parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'apprendre à pleurer autrement. Et dans leur silence, dans leur regard, dans leurs gestes mutilés, on comprend une chose. Le vrai deuil, c'est d'accepter que l'amour ne revient pas et que tuer n'a jamais ramené personne. Le 6 mars 1981, en Allemagne, Marianne Bachmeier entre dans une salle d'audience. Elle sort un petit pistolet de sa veste et elle tire. 7 balles. 3 touches. Le meurtrier de sa fille est mort sur place, en plein procès. Ce n'était pas un jeu vidéo, ce n'était pas un film, ce n'était pas un fantasme. C'était une mère, dévastée, brisée, et qui refusait d'attendre la justice. Ce que Marianne Bachmeier a fait, c'est exactement ce que fait Ellie et Abby dans The Last of Us. Elles ne peuvent pas vivre avec l'idée que le monde continue alors que ceux qu'elles aimaient est mort. Elles ne peuvent pas accepter que la personne qui les ont détruites respire encore. Et ça, ce n'est pas une posture héroïque, c'est une fracture existentielle. Ellie, Abby, Marianne, 3 femmes, 3 contextes, 3 violences, mais une même dynamique, la rupture entre soi et le monde. D'un côté, la société des années 80 où une mère en deuil n'a pas le droit à la colère, où tout est cadré, administré, lent, insupportable. De l'autre, l'apocalypse où il n'y a plus de justice du tout,
où il n'y a que ce qu'on prend. Dans les deux cas, la violence n'est pas un choix, c'est une compulsion, une évidence douloureuse. Judith Butler, encore elle, écrivait que le deuil rend le monde incohérent, que quand on perd quelqu'un, on ne perd pas qu'un être, on perd le tissu même du réel. Ellie tue parce qu'elle ne sait plus habiter dans ce monde sans Joel. Abby tue parce qu'elle ne peut plus respirer dans un monde où son père n'a pas été vengé. Et Marianne, elle tire parce qu'elle refuse que la justice transforme la mort de sa fille en simple dossier juridique. Et c'est là que tout bascule. Ellie, à la fin de son périple, ne ressent rien. Abby, après avoir tué Joel, s'effondre. Et Marianne Bachmeier, elle dira dans une interview qu'après avoir tiré, elle n'a pas ressenti de soulagement. Juste une immense solitude. Parce que la vengeance n'est jamais une réponse, c'est une prolongation du deuil, un cri qui rebondit contre les murs du monde. Aucun de ces actes ne ramène la personne perdue. Aucun ne soigne la plaie. Mais ils disent tous quelque chose de fondamental. L'amour est parfois plus violent que la haine. Ce que ces trois parcours révèlent, c'est l'échec global du monde face à la douleur intime. Ellie, Abby et Marianne ne cherchent pas la justice. Elles cherchent à survivre à l'insupportable. Et leur violence, aussi choquante soit-elle, n'est pas l'expression d'une monstruosité. C'est une forme d'humanité tordue. Une humanité qui hurle « Je ne veux pas que ce soit fini. Je refuse la mort. Je refuse l'oubli. Je refuse le silence. » Pourquoi est-ce qu'on comprend Ellie ? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à haïr Abby ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vraiment juger Marianne ? Parce que leur douleur, c'est la nôtre. Parce qu'on sait, au fond, que nous aussi, un jour, on pourrait être à leur place. Et que face à l'horreur, on ne sait jamais vraiment ce qu'on ferait. Est-ce qu'on serait capable de tirer ? Est-ce qu'on irait jusqu'au bout ? Est-ce qu'on pourrait vivre avec ça ? Ce que The Last of Us fait, ce que l'histoire de Marianne Bachmeier révèle, c'est que le deuil n'est pas une ligne droite. C'est un labyrinthe, un cri. Et parfois, c'est une balle tirée dans un tribunal ou au bord d'une plage quand il ne reste plus rien. L'apocalypse dans The Last of Us n'est pas un événement. Ce n'est pas un champignon, ni une explosion. C'est un processus, un glissement. Un endroit silencieux, insidieux, où chaque perte rend l'avenir plus impossible. Et pourtant, c'est là que le jeu nous cueille. Pas dans l'horreur, mais dans l'intime. Dans ce que l'humanité continue de produire même quand tout s'écroule. Des attachements. Joel et Ellie, Abby et Lev, Tommy, Jesse, Dina, Owen, Yara. Tous hantés, cabossés, violents, mais tous mus par une chose. La tentative d'aimer malgré tout. Et c'est là que le jeu rejoint la route ou les fils de l'homme. Dans la route, le père et le fils errent dans un monde mort. Tout est cendre. Et pourtant, ils parlent encore de porter le feu. Un feu symbolique, une foi résiduelle dans la tendresse humaine. Dans les fils de l'homme, un enfant, un être devient un miracle dans un monde stérile. Une preuve qu'un futur est encore possible, si on le protège. Dans The Last of Us, Ellie devient ce miracle. Puis elle devient autre chose. Elle devient l'épreuve. La question qu'on n'a pas envie de se poser, jusqu'où je suis prêt à aller pour ce que j'aime, et qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour ça ? Joel perd tout, Abby perd tout, Ellie perd ses amis, son amour, ses doigts, sa musique. Et nous, joueurs, spectateurs, perdons nos illusions. Parce qu'on espérait une fin, une résolution, une catharsis. Mais on oublie que l'apocalypse ne clôt rien. Elle dénude. Elle nous montre ce qu'on est quand il ne reste plus rien à quoi s'accrocher. Et pourtant, on continue, on joue, on aime, on pleure. On cherche un abri, un regard, une chanson. C'est ça The Last of Us. Pas un jeu sur les zombies, pas une fable moralisatrice. Une lettre ouverte sur l'amour quand il n'a plus sa place. Et si la fin du monde, c'était juste ça, une immense épreuve de fidélité. Pas à un système, pas à une idéologie, mais à ceux qu'on aime, même morts, même absents, même transformés en monstres. Parce que si l'amour survit à tout ça, alors peut-être qu'on le peut aussi.
pas échapper à ce qu'on est, pas vrai? Peu importe combien de routes on prend, combien de murs on escalade, il y a toujours quelque chose qui nous attrape. J'ai vécu plus longtemps que j'aurais dû. J'ai défié la mort tant de fois que j'ai fini par croire que j'étais peut-être fait pour ça. Pour survivre. Pour avancer et encore et encore. Même quand tout en moi criait d'arrêter. Et maintenant je l'entends. Ce murmure au fond de moi. Comme une vieille chanson qu'on reconnaît à peine. Comme une ombre qu'on sent derrière soi, qu'on sait là, mais qu'on évite de regarder en face. Mon heure approche. Je le sens dans mes os, dans ce silence qui pèse quand la nuit tombe, dans la façon dont Ellie me regarde parfois, comme si elle savait, elle aussi, comme si elle voyait déjà ce qui allait arriver. J'ai toujours su qu'on peut pas fuir éternellement. Un jour, tout s'équilibre. Et moi, j'ai pris quelque chose qui pouvait pas rester impayé. Mais ça va. Ça va. Parce que s'il y a une chose que je sais, c'est elle continuera. Elle survivra. Elle portera ce feu que j'ai essayé de raviver en elle. Et moi, j'irai là où les pères finissent par aller, quand ils n'ont plus rien d'autre à donner.